Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chante, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis. Sharing the gospel around the world. Engengi nyoso awayo puni motema nanga chikanange ngai yawe yaboko ekatisaka bibale ezaya yo Yesu yaboko ekotaka tina motema ezaya yo Yesu liloba nanu ebimi na monoko te oyebi nyoso bitumba oyo nga nanu napundi te deja yo pesi elonga yango na koemba na koemba o yawe o yawe basi na ngai Yesu yengi nani yawe o basi na ngai Yesu singa nani Nzamba mokeseni osalaka lolenge ya bato ya mokili te mpe bisika yoleki bile moyo tikali mpona bikeke na bikeke Nzambe nanga nzambe ya
bokeseni oyebi nyonso obataka esika moto asukeli po ayemba nzembo esika nazokende deja yo butikuna obongisi nyonso nzombe na nzela yoche na moto na tamboli na assurance elongi ya mosingala lokola libende batie na moto basololaki na yawe omonga moto na memio na nzoto nangenga tetenge nini ye ozali nzambe yane motenga nanga aleluya yawe kozanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abilila yo asambwa e nani alanda yo apunga e nani achila yo motema yoka soni esalema wapi nzambe nanga nzambe ya bokeseni nzambe ya diference yesu bokeseni yesu salelanga makambo ya bokeseni ekoma lisolo akobeta nakela sito na mosala ekoma témoignage avenu nanga bayoka sango fami nanga bayoka sango nzambe nanga azali ya bokeseni etikala sango il est vivant Yoshua lokola za vivant wakosala kaka yesu aza na nyonso nzambo ya ngai soki aza na nyonso nga mpe naza na nyonso kati na ye lelelelelile 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 nzambo oyo Elombe Yasundanga banga compliqué Célibato marque de vieillesse et c'est ninaniye Et c'est ninanga qui cité Tata mwasi ya koko kelokole Misika na kosukela nani ya koko bae Sinzamba zanga ndelo Yesu Sinzamba leki moto na nyonso Bongo lisolo ya vinanga Nanya koma ya mbo Nanya kokyotia mwa Ebongo ndokya loka nini ye Yoka zenga 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 mamu yese Zenga mamu yeso Zenga mamu yeso Yoka zenga 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 mamu yeso Ayeba ndeko zenga mamu yeso Zenga mamu yeso engengi nyonso awa yo mponi motema nanga tika nangenga yawe loboko ekatisaka bibale eza ya yo yesu loboko ekotaka tina motema eza ya yo yesu liloba nanu ebimi na monoko te oyebi
esika yo oleki bilembo oyo etikali mpona bikeke na bikeke nzambe na nga nzambe ya bokeseni oyebi nyonso obataka esika moto asukeli po ayemba nzembo esika nazokende deja yo butikuna obongisi nyonso nzambe na nzela yoche na moto natamboli na assurance elongi ya mosingala lokola libende batie na moto basololaki na yawe omonga moto namemi yo na nzoto nangenga te ndenge nini ye ongali nzambe yame. Amen, amen. Finalement, voici que nous sommes live sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Et particulièrement aujourd'hui, nous sommes sur Bethel Santé. Et c'est une nouvelle rubrique que nous commençons particulièrement aujourd'hui, ce soir. Et Bethel Santé, excusez-moi que je me sente à l'aise sur l'écran. Bethel Santé va concentrer toute son énergie et toutes les informations en ce qui concerne la santé. Alléluia. Et donc, avant que nous puissions commencer directement, demandez à vos amis de se connecter. Aidez-nous à partager car c'est un topic qui est vraiment important. Nous voulons parler du cancer et je sais que c'est un sujet qui est en train de faire tabac. C'est un sujet qui est en train de faire beaucoup de bruit. Nous sommes en train de vivre dans ce temps où le cancer est en train d'agir comme une tumeur maligne. Le cancer est très rusé. Il est tellement rusé qu'il est en train de faire des ravages, docteur. Il est en train de détruire, il est en train de nous séparer des membres de nos familles qui sont très importants, de nous séparer de nos amis, de nous séparer et de détruire nos propres vies. Et donc, ce soir, nous avons pensé très bien de donner l'information ce qui concerne. En fait, finalement, c'est quoi le cancer? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et donc, je suis sûre que certainement, tu te poses des questions aussi. Distribuées dans les groupes, je peux voir vraiment que nous sommes nombreux connectés ce soir. Aidez-nous à atteindre plus d'une personne, please. Si nous pouvons monter, c'est-à-dire que si nous pouvons monter dans les views, afin que cette information qui est très importante puisse passer. Et comme vous pouvez le voir ce soir, je ne suis pas sûre seulement dans mon aspect apostolique, je peux voir qu'on a bien écrit aussi apôtre Mylène Bila, mais le Seigneur me fait grâce de recevoir sur cette plateforme un homme très, mais alors là, très spécial. Alléluia. Je peux le présenter de plusieurs manières, je peux utiliser plusieurs casquettes, mais ce soir, je suis en train de le recevoir d'abord en tant que docteur, le docteur Christian Nzinga Bila. Bonsoir docteur. Bonsoir apôtre. Comment ça va? Ça va très bien, à part que le froid de Londres est en train vraiment de déranger. Il est rigoureux, oui, ouais, c'est vrai. Ouais, mais ça va, dans l'ensemble ça va.
retrouver la famille, retrouver l'église, le monde de l'église, et retrouver le monde de Londres. Ça me fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. beaucoup de bien. Amen, amen. Le docteur nous vient fraîchement de l'Australie et comme vous pouvez bien voir, il n'est pas docteur dans le corps pastoral, mais il est docteur de profession. C'est un médecin qui exerce en tant que spécialiste en general practice. En d'autres termes, ici, nous les appelons les GP, General Practice. Et il a sa spécialisation dans ce domaine-là. En deuxième position, il détient un master en Family Medicine and Primary Care. C'est-à-dire qu'il peut exercer aussi les fonctions de médecin, c'est-à-dire les médecins qui vont de maison en maison, c'est ça. Donc, il a une spécialisation dans cela. Donc, il peut venir te voir à la maison et te donner des conseils comment faire X, Y et Z par rapport aux problèmes que tu serais en train de lui présenter. Au-dessus de cela, pourquoi nous avons choisi le cancer et parler cancer avec lui, c'est tout simplement parce qu'il est expert en skin cancer. C'est vrai que le cancer est une maladie qui touche beaucoup de domaines du corps, mais lui fait une spécialisation particulière sur le cancer de la peau. N'est-ce pas, docteur? Oui, c'est vrai. C'est vrai, apôtre. Oui. Je suis expert en cancer de la peau. En cancer de la peau. Et en chirurgie appliquée. En chirurgie appliquée, en ce qui concerne le cancer de la peau. Oui. Waouh. Donc, dans ce domaine-là, il y a aussi des chirurgies. Il y a moyen qu'on enlève le cancer sur la peau. Oui, le cancer se présente comme une lésion au niveau de la peau. Ok. Et il appartient, nous experts, de pouvoir identifier le type de cancer, de lésion qui se trouve sur la peau, oui. Pour pouvoir déterminer si c'est une lésion qui a des indications de cancer ou pas. Nous serons en train de venir là-dessus, nous ne sommes pas encore dans l'émission, je suis encore de vous introduire. Et au même moment, il travaille dans une clinique privée à Perth où vraiment le Seigneur est en train de le bénir parce qu'il fait un grand succès. J'aimerais quand même présenter, à part l'aspect doctoral qu'il est, c'est mon époux, le docteur Christian Bila. J'ai eu l'opportunité de le visiter dans ses locaux, là où il travaille, et franchement, j'étais impressionnée de voir le travail que je veux dire, on est sur le plateau. Oui, j'ai compris. Yeah, chérie, bébé, tout ça là. C'est pas grave. Docteur, chérie, bébé, nous sommes dedans. Pas de problème. Donc voilà, et j'étais vraiment très impressionnée de voir le travail que tu étais en train de faire, non seulement au niveau de la communauté, mais aussi au niveau, même au niveau de la famille, à mon niveau personnel aussi, l'assistance que tu es en train de donner par rapport à la santé. Et voilà, le jour où j'y est arrivé, c'est aujourd'hui, où nous avions préparé cette émission en ce qui concerne le cancer. Et le peuple qui est connecté ce soir a besoin d'avoir un peu plus d'informations en ce qui concerne cette maladie. Et comme je l'ai dit à l'introduction, c'est une maladie dévastatrice. Nous pouvons voir dans le background de notre émission que nous voulons pousser, interpeller plus d'une personne, to take care, de prendre soin d'eux-mêmes et d'arrêter le cancer. Et je sais qu'il y a des moyens pratiques et surtout aussi médicaux qui vont certainement nous emmener dans ce pattern de pouvoir arrêter le cancer. Mais docteur, avant que nous puissions vraiment aller en profondeur de cette maladie, c'est quoi exactement le cancer? Avant même de pouvoir aller plus loin, toutes questions que vous aurez, sentez-vous libre de les envoyer. Nous aurons l'opportunité de les lire. Nous allons les lire ensemble. Nous allons répondre. Le docteur va répondre parce que c'est lui mon nom, c'est lui mon invité. C'est sur lui que tout est en train de... Nous allons nous tourner sur lui. Donc, toute question que vous avez, toute préoccupation que vous aurez, n'hésitez pas, envoyez-nous. Vous pouvez peut-être même nous appeler sur le numéro de portable que vous savez. Nous allons aussi répondre. Docteur Bila, mon époux, mon mari et mon ami. Oui. 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 Mon frère, c'est quoi
le cancer? Exactement dans son aspect théorique et dans son aspect pratique, de manière simple, que finalement nous puissions vraiment comprendre c'est quoi le cancer, quelle est la définition du cancer. Qu'est-ce que celui qui nous suit peut comprendre de vous entendre nous expliquer c'est quoi le cancer? Merci apôtre pour l'invitation. Amen. J'ai apprécié avec une grande joie l'invitation. À travers cette invitation, je tâcherai de porter une information qui concerne le cancer. Oui. Et avant toute chose, je m'aimerais porter des précisions. Je ne suis pas un cancérologue, donc je ne suis pas spécialiste dans le traitement du cancer. Je ne suis pas un oncologiste, c'est-à-dire un médecin spécialisé dans l'identification du cancer et dans le traitement du cancer. Donc, en ce qui me concerne, je suis un spécialiste physicien, donc je suis en avant-garde de la médecine, c'est-à-dire que c'est nous qui voyons le malade en premier et nous arrivons à dépister, à identifier des cas qui pourraient bénéficier de services spécialisés en tant que cancer. Ok. Et donc, cette définition du cancer, c'est-à-dire, comment est-ce que vous définissez que là, vous venez de voir un cas cancéreux? Oui, le cancer, pour une définition classique, Yes. Le cancer, c'est une maladie des cellules. Maladie des cellules, yes. Nous pourrons prendre une image des cellules comme un building block. Donc, c'est comme vous avez un mur, et pour avoir un mur, vous devez avoir des briques. Donc, la cellule constitue l'élément essentiel d'un tissu, l'élément essentiel d'un local. Ok. Quand on parle de cancer, qu'est-ce que nous entendons par là? C'est-à-dire une croissance désordonnée des cellules, une croissance désordonnée dans la mesure où ces cellules malignes peuvent envahir et détruire les organes qui sont dans le voisinage. Ok. Je vais aider le peuple de Dieu ou le peuple qui est en train de nous suivre à comprendre les mots que tu es en train de me donner. Oui. Donc, dans le corps d'un être humain, il y a des cellules. Oui. Chaque partie de notre corps, que ce soit la peau, que ce soit les yeux, tout ce que nous avons comme organe est constitué des cellules. Spécialisées. Ce sont ces cellules qui forment ces organes. Oui. Donc, les oreilles ont leurs cellules. Absolument. Oui. La langue a sa cellule. Cellules spécialisées. Waouh. Les doigts ont leurs cellules. Absolument. Et toutes ces cellules sont différentes les unes des Les autres. unes des autres. Oui. Donc, même le foie à l'intérieur a sa cellule. Des cellules de forme qu'on appelle les hépatocytes. Oui. Ils ont leurs cellules. Absolument. Et donc, ces cellules sont comme des briques qui permettent la construction du mur d'une maison et donc constituent la force même de notre corps, c'est ça? C'est vrai, oui. Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour que vous puissiez définir le cancer? Lorsque la brique est mal formée, nous utilisons le mot brique pour simplifier les choses. La brique qui est utilisée pour faire la construction du mur. Si cette brique n'est pas conforme à la norme des autres briques, ça devient un problème. Ça devient un grand problème. Si nous voyons ça dans l'aspect biologique du terme, dans l'aspect histologique du terme, dans cellule qui est déformée et qui a ce pouvoir de détruire, raison pour laquelle on l'appelle malin. Malin, c'est-à-dire qu'il est rusé. Il peut partir et à travers le sang et à travers le système lymphatique et attaquer les autres organes. Moi, je ne suis pas médecin, docteur, c'est toi qui es docteur. Je vous en prie. Que les termes AL et U. Vous venez d'utiliser un terme très intéressant. Le cancer, la cellule cancéreuse est maligne. Est très maligne. Ça veut dire qu'elle est rusée. Or, vous savez que nous, dans notre monde chrétien, la ruse, c'est le diable. Donc, le cancer est une maladie diabolique. Je vous en prie. C'est une maladie diabolique, ce n'est pas une maladie normale. Donc, elle est maligne, elle a la capacité de détruire les autres cellules.
Et quand elle commence à détruire les autres cellules, elle envahit les autres cellules. Les autres cellules représentées par les organes et par les tissus cellulaires, par les organes. Et de là, nous appelons ça métastase. Donc ces cellules ont le pouvoir d'aller plus loin, attaquer, détruire. Et voilà. Et malheureusement, la finalité de cette chose-là, c'est pouvoir entraîner la mort. Ok. Ça, c'est dans sa définition. Oui. Je suis un peu choquée. Oui. Je suis choquée parce que il peut arriver que nos cellules de corps trouvent une déformation. Oui. Et si cette déformation de la cellule est provoquée par une cellule destructive, c'est ce qui emmène le cancer dans notre corps. Oui. Ok. Nous avons un cas de cancer qui nous préoccupe particulièrement avant que je puisse poser d'autres questions du côté de la femme et du côté de l'homme. Oui. Ces deux éléments semblent vraiment perturber notre vie de tous les jours. Elle est en train de briser les familles, elle est en train de détruire notre confidence même personnelle. C'est le cancer du sein et le cancer de la prostate. Oui. Chez les hommes, le cancer de sein chez la femme. Le cancer de sein peut se retrouver aussi chez l'homme. Comment ça? Oui, parce que l'homme a des seins. Pardon, regarde le public. Oui, nous pouvons aussi retrouver, évidemment, c'est une proportion. Le cancer de sein peut se retrouver chez l'homme. C'est une proportion faible, oui. Le cancer de sein peut se retrouver aussi chez l'homme. Oui. Parce que l'homme a des seins. Oui. C'est beau d'entendre ça. Oui. Que l'homme a des seins. Oui. 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 Pour avancer dans la démarche du cancer de sein, oui. Je crois que nous allons, il serait carrément très important de pouvoir prêter notre attention sur le cancer de sein. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là particulièrement? Dans le cancer de sein, nous devons, sur le plan anatomique, je crois, le sein, tout le monde, le sein est facilement identifiable sur le thorax. Nous avons une paire de seins. Et ce sein est constitué des tissus. Si on parle de sein, nous avons ce qu'on appelle, si je dois comment faire une découpe de sein, ou bien si je dois voir le sein en face, nous avons le mamelon. Et si je dois faire une découpe de sein, nous avons ce qu'on appelle les canaux lactifères. Ce sont les canaux qui amènent le lait au mamelon. Toutes les femmes ont ce canal-là. Oui, oui, okay. Oui. Et nous avons la glande mammaire qui sécrète le lait. C'est elle qui sécrète le lait. Absolument. Voilà. Et ces tissus-là peuvent être à l'origine des cancers. Ces éléments-là. C'est-à-dire que le cancer peut se retrouver dans la région qu'on appelle dans les glandes mammaires, et le cancer peut se retrouver dans les canaux lactifères, dans les canaux qui conduisent le lait au niveau du menton. Qu'est-ce qui active ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui provoque la malformation de cette fameuse cellule ou d'une cellule quelconque? Dans le cas typique, par exemple, on parle de sein. Qu'est-ce qui provoque la malformation de la cellule maligne, rusée, qui vient dans le corps pour détruire et emmener la mort? Et ainsi, tu m'amènes à parler des causes ou de facteurs favorisant le cancer. Yes. Malheureusement, nous sommes à l'étape où nous sommes pas encore en mesure de pouvoir déterminer la cause réelle du cancer. Cependant, nous pouvons dire avec certitude qu'il y a des facteurs favorisant la malformation. Les malformations des cellules, c'est-à-dire le cancer de sein. Nous avons ce qu'on appelle les facteurs qu'on peut éviter et les facteurs qu'on ne peut pas éviter. Okay. Les facteurs qu'on ne peut pas éviter, je peux les énumérer, tels que l'âge, tels que les causes héréditaires de la maladie, du cancer. Docteur. Oui. C'est-à-dire que la maladie peut se transmettre de personnes dans une famille, dans une entité précise. Nous avons la mère, nous avons la fille, nous avons l'enfant.
Le cancer est transmissible de génération en génération. Oui, c'est vrai. Vous êtes en train d'entendre. Oui. Le cancer est transmissible de génération en génération. Je voudrais saisir l'opportunité pour saluer le mentor, l'apôtre Jean-Pierre Bossolo, qui est en train de nous suivre de Kinshasa. Oui. Vraiment, soyez bénis, Dati. Soyez bénis, apôtre. Yes, soyez vraiment bénis. Le cancer est héréditaire. Le cancer héréditaire. Moi, je dis que moi, je ne suis pas médecin. Moi, je me balance sur ton information. Donc, c'est toi qui donnes l'information. 4% des cas de cancer, d'après la littérature, d'après les évidences, sont d'origine héréditaire. Nous avons des malformations génétiques qui affectent le gène. Donc, la malformation génétique d'une mère. De la malformation génétique des gènes. Des gènes. Des gènes. D'un membre de la famille. Non. Il faut faire la part des choses. Donc, donnez-nous beaucoup plus de détails. Il faut faire la part des choses. Quand je parle d'une transmission héréditaire, c'est-à-dire que la mère qui a été, dont le diagnostic de cancer a été porté, peut transmettre cette maladie à sa fille. Comment? Par le phénomène héréditaire. Donc, nous devons encore nous replonger dans le cours classique de biologie pour voir un peu, pour faire de croisement et voir quel est le pourcentage donc je peux comprendre que s'il y a le cancer dans une famille, la possibilité que dans une autre génération, le cancer existe aussi. C'est possible. Wow. Oui, c'est possible. Donc, il faut faire maintenant attention à cela. La deuxième chose qui peut activer aussi le problème du cancer dans le corps. Nous avons ce qu'on appelle, si vous avez souffert du cancer dans un premier cas, nous pouvons aussi faire une récurrence du cancer. Oui, nous avons aussi ce qu'on appelle certaines maladies inflammatoires de sein peuvent entraîner le cancer. Et nous avons des cas, comme je l'ai indiqué avant, des causes, des facteurs favorisants qu'on peut éviter, tels que la cigarette, tels que l'alcool, telles que l'exposition aux hormones, telles que les HRT, c'est-à-dire que quand on atteint un certain âge chez la femme, à cause de la ménopause, la femme peut être, on peut lui offrir carrément des hormones de replacement, comme on appelle, et ces hormones-là peuvent créer un état précancéreux. Pour le cancer. Pour le cancer. Et il y a les pilules aussi qu'on prend peuvent appeler le cancer aussi. Et voilà en quelque sorte donc la cigarette est un problème. La cigarette. Oui, d'après la littérature, la cigarette peut endommager la chaîne de ADN. C'est sur la chaîne de ADN qui constitue... là, carrément, nous nous replongeons carrément dans la biologie. Si vous permettez, sincèrement, je m'excuse, de parler de la chaîne d'ADN. C'est sur la chaîne de ADN que nous avons des gènes. Et dans ces gènes-là qui peuvent être endommagés, peuvent être endommagés et constituer alors là pratiquement un lit essentiel pour le cancer. Pour le cancer, pour la cigarette, l'alcool aussi, et le poids. Le poids, c'est-à-dire qu'un état d'obésité. Un état d'obésité surtout chez la femme ménopause. C'est la femme qui a atteint l'âge de 50 ans et au-delà. Donc, les risques de tomber comment dire, de permettre à ce cancer de se manifester dans nos corps, pour nos femmes déjà à l'âge de 50 ans, nous devons faire attention à cause de la ménopause. Absolument. Les études sont bien évidentes. Yeah. Il y a 75% des cas de cancer se retrouvent au-delà de personnes âgées de 50 ans. Waouh! Ouais. Oui, c'est ça. Mais il faudra-t-il dire aussi vraiment qu'il y a des cas de cancer qui se retrouvent en deçà de l'âge de 50 ans. Ok, ça c'est quand on veut parler un peu du cancer de sein. Oui. Mais chez l'homme, nous parlons du cancer de la prostate. Oui. Qu'est-ce qui provoquerait cela? Ou qu'est-ce qui ferait c'est favorable que cette cellule maligne se sente à l'aise de se placer là et de commencer à opérer chez l'homme? Bon, évidemment, c'est comme je le dis aussi apparemment que
les facteurs, les causes sont essentielles, les mêmes, les causes primaires comment, du cancer de la prostate est encore à l'étude. Sont encore à l'étude. Mais nous pouvons dire les facteurs favorisants. Les facteurs héréditaires encore entrent en ligne de compte. C'est-à-dire que si votre père a souffert du cancer de la prostate, les chances comment que vous soyez atteint du cancer de la prostate est aussi grande. Wow. Oui, l'exposition à la radiothérapie peut aussi entraîner les cellules bonnes à devenir des cellules mauvaises. Wow. Le cancer aussi, et la suite, la liste est quand même longue. Oui, mais vous nous avez donné, tu m'as donné que 2. Oui. Et ceux qui sont en train de nous suivre ont besoin d'informations, c'est pour ça qu'on est là. Oui, c'est ça pratiquement. Donc, j'ai parlé de l'hérédité, j'ai parlé comment d'exposition comment aux radiations, j'ai parlé comment aux expositions comment aux hormones, aussi peuvent entraîner le cancer de la prostate. J'ai parlé aussi des cas de récidive. Si une fois vous avez été diagnostiqué avec le cancer de la prostate, vous avez la chance quand d'avoir ce cancer de la prostate aussi. Voilà. Il y a quelque chose que tu es en train de beaucoup utiliser, les radiations. Les radiations. Oui. Le soleil nous donne ces radiations. Le soleil brille fortement sur nous. Et lorsque je suis revenue de l'Australie, comme je l'ai encore présenté dans cette émission, tu es spécialiste dans le cancer de la peau. Qu'est-ce qui crée le cancer de la peau? Évidemment, encore une chose, nous revenons encore à l'hérédité. Donc, il y a des chances carrément que si un membre de la famille ou bien un parent a souffert du cancer de la peau, il y a un risque carrément que vous souffrez aussi de cancer de la peau. Qu'est-ce qui emmène le problème du cancer de la peau? Et la cause première que nous parlons, le facteur favorisant du cancer de la peau, c'est les rayons solaires, l'ultraviolet, UV, qu'on appelle UVA et UVB. Et ces cellules et l'exposition aux rayons solaires. Look at the camera, they say. L'exposition aux rayons solaires. C'est Fidèle, lui, là, ton frère qui le dit. Ok, ouais. Yes. L'exposition aux rayons solaires, comme je le disais tantôt là, peut entraîner une modification des cellules qu'on appelle mélanocytes. Ces cellules mélanocytes favorisent une quantité qu'on appelle la formation de mélanine. Cette mélanine-là est très importante. La mélanine qui nous donne la couleur bleue. Cette mélanine est très importante pour nous protéger contre les rayons solaires. Or, nous les Noirs, on l'a fortement. Nous l'avons fortement. Nous avons des races aussi qui ont une forte coloration brune, comme de la peau. Donc, on a beaucoup plus de chances de trouver le cancer de peau lisse chez les Noirs, mais beaucoup plus, c'est une race beaucoup plus blanche. C'est vrai, yes. c'est vrai. En Australie, l'Australie est bien reconnue comme la capitale city du cancer de la peau, vu l'exposition aux ultraviolets qui sont fulgurants et qui sont fulgurants en Australie. Je reviens un peu, puisque nous sommes en train de parler santé. Oui. Il y en a qui boivent beaucoup, il y en a qui mangent beaucoup, parce que tu as parlé d'obésité, tu as parlé d'alcool excessif, il y en a qui fument beaucoup, surtout chez la femme. Mais nous sommes chrétiens. Nous ne fumons pas, nous ne buvons pas, nous vivons une vie sereine. Qu'est-ce qui emmène le cancer dans nous? Parmi les facteurs favorisants que j'ai énumérés, je crois que l'un ou l'autre pourra se retrouver dedans et donc à l'occasion être carrément exposé au cancer de sein. Wow, donc s'il y a un problème héréditaire de la famille, c'est comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, ce sont des causes qu'on ne peut pas éviter. C'est dans la famille. C'est héréditaire, donc des chances carrément que j'ai ce cancer-là est grande. Faudra-t-il carrément que je souligne aussi, des études nous présentent que il n'y a que 4% dont des causes sont héréditaires, mais les autres facteurs favorisants sont là. Donc il ne faut pas réellement pointer du doigt rien que l'hérédité. Il y a aussi, comme il y a d'autres choses. Les causes qu'on peut éviter, peut-être boire excessivement l'alcool, fumer, prendre du poids excessif et être exposé aux hormones. L'âge, on ne peut pas éviter l'âge.
les personnes, les jeunes filles qui ont une puberté précoce, avant 12 ans, ont la chance carrément de plus tard d'avoir le cancer. Les hormones. Oui, parce qu'ils sont exposés à l'œstrogène, qui est l'hormone de la féminité. Et donc, c'est quand même dangereux de considérer l'utilisation excessive des pilules. Non, évidemment, c'est comme la littérature nous donne quand même, nous rassure en disant que parmi les études qui ont été faites, l'exposition pas trop prononcée à la pilule peut vous éviter d'avoir le cancer. Et le cancer est aussi rare à l'âge en deçà de 30 ans. Ce qui est favorable vraiment pour nos jeunes filles. Ok, donc je peux tenir, avant qu'on passe à une autre étape, je peux retenir ici pour nous surtout qui commençons à aller vers la cinquantaine, que la ménopause, nous devons faire très attention, servant de Dieu, beaucoup prier pour que la cellule continue à croître normalement en nous et qu'elle ne devienne pas maligne au point de commencer à amener la destruction dans le corps. Encore une fois, il est très important à pouvoir prendre en considération les facteurs favorisants du cancer du sein. Et à ce sujet, je pourrais présenter une information qui est tout à fait réelle en ce qui concerne le dépistage, ce qu'on appelle le screening. Dans la plupart des gouvernements, dans la plupart des pays, le gouvernement a mis en place un système de dépistage national du cancer. Parce qu'il faudra-t-il le dire, nous sommes en Angleterre, les statistiques du cancer du sein sont vraiment excessives. Sont là. Les statistiques sont bien évidentes. En Angleterre comme en Angleterre, c'est le cancer du sein, c'est le cancer commun qu'on retrouve chez la femme. Ici en Angleterre. En Angleterre. C'est dû à quoi? Bon, évidemment. Est-ce que c'est à cause de tout ce que nous avons discuté? Oui. En lisant un peu les facteurs favorables qui favorisent le cancer du sein en Angleterre, mention a été portée sur la présence du cancer dans les milieux les plus défavorisés. Peut-être sûrement que suite carrément à la mise à l'alcool, suite carrément à l'exposition à la cigarette, suite carrément à l'exposition carrément en mangeant mal sûrement. Oui. Manger mal, docteur. Oui. Non, nous parlons santé, hein. Nous parlons cancer. Manger. Manger, surtout nous, dans notre culture africaine, nous mangeons de la sauce rouge. Nous devons manger. Mais le problème, c'est que nous mangeons peut-être trop tard la nuit. Nous ne faisons pas d'exercice parce que vous avez parlé d'obésité. Oui, c'est vrai. On n'interdit pas à toute personne humaine de manger, mais nous devons manger en accord avec les principes élémentaires de l'hygiène et de la santé pour tous. C'est quoi? Manger 3 fois. Vous avez le déjeuner, dans le langage habituel, on appelle petit déjeuner, on appelle lunch, qui est à 12h. À 12h. Et nous avons comment le dîner qui est le soir. Bon, on n'insiste pas comment sur la quantité, mais on insiste comment sur la qualité, ce qu'on doit manger. C'est quoi cette qualité? Cette qualité-là met en évidence, comme je l'avais dit dans mes émissions précédentes, le rainbow, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel sur l'assiette. L'arc-en-ciel sur l'assiette. C'est quoi l'arc-en-ciel sur l'assiette? Mesurez, chaque assiette, prenez votre main, mesurez carrément la dimension de votre assiette, et prenez carrément la moitié constituée comme des légumes, et le quart constitué de la viande, du poulet, et l'autre là carrément de féculents. Donc parce que si nous devons nous mettre à porter une mesure draconienne carrément sur le régime ou bien sur la santé alimentaire, ça peut toucher les foyers parce que toute personne n'a pas les mêmes moyens que l'autre.
Donc, oui, d'accord, toute personne n'a peut-être pas les mêmes moyens que l'autre, mais nous sommes tous, peu importe nos moyens, appelés à manger convenablement. Parce que j'ai expérimenté quelque chose personnellement. J'ai remarqué que depuis un certain temps, lorsque je mange au-delà de 21 heures, je dors très mal. Je peux sentir dans mon système qu'il y a un problème. Et quand même tu es en train de me parler comme ça, ça me fait peur, dans le sens où je me dis, avant une certaine heure, je suis obligé de manger. Parce que nous sortons, nous allons dans des conventions, nous allons dans des séminaires, nous revenons à la maison pendant toute une semaine, pendant tout un mois. Tu manges après l'heure de minuit. Tu ne fais pas d'exercice, tu ne bois pas de l'eau. Est-ce que cela peut emmener une malformation de la cellule? C'est-à-dire un déviement, parce que moi je reste dans l'aspect spirituel des choses. Je prends le cancer pour moi comme un démon qui fonctionne dans le corps d'un être humain. C'est-à-dire qu'il vient enlever la direction même normale de l'évolution de ce que mon corps doit être. Alors, est-ce que le fait que je ne mange pas à l'heure, que je suis déréglé dans ma manière de manger, et que je mange trop d'huile, trop de graisse, trop de chicois, trop de patates douces, tard la nuit, peut emmener à un moment donné de ma vie, dans ma croissance, pendant que l'âge avance, cette malformation finalement va se manifester et on me diagnostique finalement un jour d'un cancer dans le corps. Faudra-t-il nous rappeler comment à l'audience qu'il est important d'adopter une discipline dans l'alimentation. Le soir est fait comment pour manger léger et dormir. Le corps a besoin de se reposer. C'est important là ce que tu dis. Si vous donnez à ce corps-là un travail en plus dans l'appareil gastro-intestinal, de pouvoir accommoder l'alimentation que vous avez prise, aussi grande soit-elle, donc vous créez cet état de stress dans le corps. Cet état de stress parce que l'appareil gastro-intestinal devra procéder comment à la digestion, devra procéder à un cycle de suicide. C'est-à-dire qu'il y a un travail en plus. Le repos auquel comment vous êtes appelé comment à adopter n'aura pas place, n'aura pas sa place. Donc oui, j'en appelle à la discipline de toute personne de pouvoir considérer l'alimentation, enfin le repas à des heures bien précises. Oui. Pour avancer, docteur, vraiment, on a beaucoup parlé dans ce sens-là. On est en train. Je suis juste un peu préoccupée des informations que je viens de recevoir, parce que moi-même, je réalise que je dois vraiment prendre soin de moi. Je mange très tard. Parfois, je mange très tard. Je peux me sentir vraiment même très à l'aise et très mal à l'aise. Et je comprends que peut-être que je suis en train de me mettre à risque en faisant ce genre de choses. Et donc nous prônons l'exercice physique. Il faut aller faire la gym, perdre du poids et garder une certaine taille. Je vais avancer. Alléluia. Nous sommes avec le docteur Bila. Il est spécialiste, expert en skin cancer et chirurgie. C'est quelqu'un qui enlève sur la peau. Mais là, nous ne sommes pas en train de parler de la peau. Nous voulons un peu aller un peu plus aussi sur le cancer de la prostate, enfin la prostate, et continuer un peu à parler sur les seins. Nous avons parlé du sein un peu. Mais est-ce qu'on peut entrer un peu dans la prostate, docteur? Oui, le cancer de la prostate affecte un organe essentiel qui est la prostate. Le malade enfin toute personne qui a un problème de prostate va être manifestée par des plaintes. Une des plaintes essentielles affecte l'appareil génito-urinaire. C'est-à-dire que la personne, le malade va venir auprès du médecin, va dire au médecin, ok, j'ai mal à pouvoir uriner. Chez l'homme, hein? Oui, chez l'homme. C'est-à-dire la difficulté à uriner doit inquiéter. La difficulté d'uriner doit inquiéter. La difficulté de ne pas vider la vessie doit vraiment inquiéter, interpeller. L'urine qui a un jet en torsade qui dribble doit faire inquiéter. Nous n'aurons pas un jet direct. Jet d'urine. C'est un jet qui est un peu de dribbler. C'est aussi inquiétant. Ça va être inquiété. Donc
Oui, c'est ça. Et le red flag qu'on appelle le red flag, c'est avoir le sang dans les urines. Hey, docteur, le sang. Et ça, ce sont les plaintes que le malade peut formuler. Et ça, c'est des plaintes localisées au niveau de l'appareil génito-urinaire. Nous avons aussi des plaintes générales. Le malade peut se présenter, peut être mal à l'aise, se sent mal, la fatigue, peut avoir un peu de fièvre la nuit, perdre le poids. Tout ça, ce sont donc, nous avons des plaintes localisées au niveau de l'appareil génito-urinaire. Nous avons des plaintes localisées de façon générale. Ok. Oui. Ça, c'est dans des symptômes chez les hommes. Oui. Chez la femme, quels sont les symptômes qui doivent inquiéter s'il y a présence de cancer dans le sein? C'est-à-dire, oui. J'allais dire quelque chose de très important. Merci pour m'avoir posé cette question. La femme doit se connaître. Comme tout individu doit se connaître. Connaître son corps, c'est comme connaître son doigt. Et à partir du moment où on connaît son sein, hormis les malformations congénitales, telles que certaines personnes peuvent avoir de gros seins, un sein asymétrique par rapport à l'autre, la peau qui n'est pas normale, suite à une cicatrice, le mamelon peut être rétracté. Ça, ce sont des causes préexistantes, enfin des facteurs des malformations préexistantes. À part ça, la personne, comme je l'ai dit auparavant, la personne doit se connaître. Toute masse, soit minime, soit terme, doit interpeller la personne, doit l'inquiéter. Parce que comme je l'ai dit, la personne doit connaître son corps, doit connaître ses seins. On va se dire, voilà, je me pose devant le miroir. Il y a une différence. Il y a une différence qui n'a jamais existé. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne doit pas s'inquiéter. Yes. Et la peau au niveau, la peau de notre sein apparaît différente. La peau apparaît pratiquement différente de l'autre. Ça doit te faire inquiéter aussi. Quand tu presses le mamelon, yes, tu as des sécrétions qui apparaissent. Quand tu presses des mamelons, il y a des sécrétions. Ces sécrétions hormis du lait. Une sécrétion visqueuse, une sécrétion claire, une sécrétion purulente, une sécrétion qui est différente du lait, doit te faire inquiéter. Et le red flag sera carrément une sécrétion qui est le sang. Donc une femme qui a du sang qui coule de ses seins doit s'inquiéter. Doit sincèrement s'inquiéter. Le liquide qui coule de son sein qui sent doit l'inquiéter. Elle doit voir le médecin. Absolument. Il risque cancer dans le corps, dans le sein. Oui. Wow. L'élément important ici est percevoir une masse dans le sang. Yes. Cette masse n'a jamais existé. Et cette masse-là apparaît après mes règles. Qu'est-ce que cela signifie? Et à part ça, vous avez une asymétrie. Et en plus de cela, vous avez une masse au niveau des aisselles. Une masse qui n'a jamais apparu. Ça doit vous inquiéter. Et voilà pratiquement quelques plaintes que la malade peut formuler à votre intention. Le malade ou bien la malade peut formuler à votre intention et à vous en tant que physicien de pouvoir procéder à une analyse, à un examen physique et procéder aussi à des investigations. Ok. Il me reste encore deux autres questions. Avant de pouvoir aller dans ces questions, nous allons essayer de lire un tout petit peu les commentaires que je suis en train de recevoir afin de interagir avec le public. Je suis en train de lire ici, il y a le pasteur François qui dit « Good program, thank you, homme de Dieu ». Mais il y a la servante de Dieu, le prophète Kofi, qui est en train de demander de parler un peu aussi, s'il te plaît, du cancer de la gorge ou du côlon. Si on peut donner une petite explication ce qui concerne le cancer du côlon et le cancer de la gorge. Le cancer du côlon a été le cancer colorectal, qu'on appelle le cancer du côlon. Si comment je parle du cancer, je peux parler comment du dépistage du cancer du côlon. C'est-à-dire qu'à toute personne au-delà de 50 ans doit avoir des analyses de sel. C'est dans des analyses de sel qu'on peut déceler carrément le sang.
quand il y a sang, ça doit vous interpeller à aller voir votre médecin. Quand tu fais des selles de sang. De sang. Les selles de sang ne signifient pas toujours le cancer, mais les selles de sang peuvent vous interpeller à aller voir le médecin. Pour dire quelque chose d'anormal est en train d'apparaître dans mon corps. Il y a ça. Et en règle générale, si vous avez des émissions comme des selles pleines de sang, ça doit vous inquiéter. Ça doit vous inquiéter. Et les signes qui n'interpellent pas, ce sont les signes qui sont, par exemple, la perte de poids, faire un peu de la température le soir. Vous avez une alternance de diarrhée et constipation. Okay. Et là, comment nous préparons ça sur le temps. Ce n'est pas qu'une fois que vous êtes constipé, vous allez vous inquiéter du cancer. Mais ce sont des plaintes qui sont là étalées sur une longueur de 3 mois au-delà. Ok, 3 mois au-delà. Au-delà. Voilà, ça fait 3 mois que je fais la diarrhée, que je fais la constipation, que je perds le poids, que mes selles ne sont pas habituelles. Yes. Et bon, quand on fait le dépistage, vous ne voyez pas le sang, mais ce sont les analyses des selles qui peuvent percevoir le sang. Et le cancer de la gorge? Le cancer de la gorge, évidemment, ce sont des facteurs favorisants aussi. Vous vous inquiétez de voix enrouées, surtout quand vous fumez, surtout la cigarette et l'alcool. La combinaison de l'alcool et de la cigarette est vraiment très dangereuse pour... Il n'y a pas que l'alcool et la cigarette. Je suis la femme d'un médecin. Nous qui prêchons dans les micros, j'ai remarqué que parfois nous irritons notre gorge. Est-ce que ceci peut affecter et emmener un cancer de gorge? Une irritation chronique qui, à la longue, doit toujours être inquiétée. C'était comme je l'ai dit, une irritation passagère. C'est possible parce que vu l'usage de votre gorge, je dois aussi mettre entre parenthèses, ouvrir la parenthèse pour dire qu'il y a des cancers, il y a aussi des tumeurs bénignes. Tu vois? Le docteur va vous emmener dans des termes. Nous avons Clément, Clément qui nous suit de la France, vraiment soit béni de là où il nous suit. Il dit, y a-t-il moyen de mettre l'accent sur le dépistage, s'il vous plaît? Ouais, le dépistage, merci Clément, Clément qui est vraiment un grand ami, un frère pour la famille et pour le couple. Amen. Clément à Paris, oui, merci Clément pour la question. Le dépistage est très essentiel. Le dépistage porte sur 4 types de cancers. Pourquoi le dépistage? Parce que les études ont présenté des évidences carrément que quand le dépistage tient lieu avant, il y a chance carrément de guérir. Est-ce que, docteur, avant d'aller plus loin, tu peux nous définir c'est quoi un dépistage? Dépistage qu'on appelle screening, c'est-à-dire que le screening, le primary screening, c'est-à-dire que vous n'avez pas de douleur, vous ne perdez pas de poids, vous n'avez aucune indication que vous avez une maladie. C'est une rencontre hasardeuse que vous faites avec votre médecin. Et le médecin dit, voilà, ok, vous avez atteint un âge de 50 ans requis par les institutions pour un screening. Pouvons-nous obtenir les selles? Voilà. Donc vous n'avez pas de symptômes. C'est ce que nous, chez les femmes, ici, on appelle... chez la femme. Bon, chez la femme, il y a ce qu'on appelle le pap smear. Ah, le smear test. Le smear test pour le cancer du col utérin. Ok, le smear test qui est très important. Donc, j'allais indiquer comment que le dépistage prend en ligne de compte le cancer du col utérin, le cancer du sein, le cancer de la prostate et le cancer du colon, le colorectal cancer. Et dans ce dépistage-là, nous avons des moyens histologiques pour détecter. En fait, le dépistage aide à détecter la maladie. La maladie avant qu'elle ne soit présente. Voilà, avant qu'elle soit évidente. Voilà, je tousse, voilà, je perds le poids, je transpire la nuit, je fais des selles rouges, je suis constipé, je tousse, et les selles me font mal, ou bien il y a des sécrétions rouges.
Voilà tout ça. Donc, le dépistage nous aide comment à détecter le type de cancer en présence. Dans la même ligne, nous avons fait Ibala qui demande quand est-ce que, à quel âge faut-il penser à se faire dépister, surtout si nous savons que cette maladie est héréditaire. Oui, une des premières des questions, c'est de savoir quel type d'hérédité est-elle. C'est-à-dire que l'hérédité du premier degré, c'est-à-dire que est-ce la maman et la fille de l'enfant, ou la grand-mère avec la fille, ou la grand-mère avec... donc, il y a ce qu'on appelle l'hérédité du premier degré, du second degré et du troisième degré. Voilà, donc le premier degré, c'est-à-dire que vous posez la question de savoir à quel âge est-ce que maman a eu le cancer. Non, à quel âge moi je veux faire mon dépistage. J'en arrive. J'en arrive, c'est-à-dire que... Parce que je dois aller faire le mien. J'en arrive. C'est vrai. Oui, je dois aller faire le mien. Le dépistage commence à 50 ans. À 50 ans? À 50 ans, on interpelle toute femme à pouvoir faire ce qu'on appelle le mammogramme, qui est une imagerie qui donne un faible rayonnement radioactif pour déceler la présence des tumeurs. Avant 50 ans, par précaution, on ne peut pas aller faire un dépistage. Avant 50 ans, il doit avoir une histoire. Il doit avoir une histoire. Si comment vous avez une histoire de la famille, que vous avez le cancer, il est préférable de consulter le GP, votre médecin, et votre médecin va vous conseiller d'aller voir ce qu'on appelle les spécialistes en génétique pour procéder à une identification du cancer. L'identification première serait de prendre le sang, la prise de sang, parce que comme je l'ai dit, il y a une cause génétique avec une prédisposition génétique pour le cancer du sein. Il y a ce qu'on appelle, si la prise du sang ne met pas en présence la présence de ce gène anormal, qu'on appelle de gène anormal, on peut procéder maintenant à une identification de la masse au niveau du sein. Donc, au-delà, s'il n'y a pas de masse, on peut faire ce qu'on appelle l'ultrasound, l'ultrasound guidé. Donc, c'est ça l'ultrasound. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, c'est ça l'ultrasound. C'est ça l'ultrasound. Sorry. J'étais un peu en train de... Moi, je ne suis pas médecin. Moi, je suis en train de prendre l'information. Voilà, je suis préoccupé par ma santé. En deçà de 50 ans, le moyen radiographique qui permet de découvrir une masse, le mammogramme est réel comment pour l'âge au-delà de 50 ans, mais en deçà de 50 ans, 40, 45 ans, l'ultrasound est très important pour déceler des masses anormales. Voilà, il y a quelqu'un, j'aime bien cette interaction parce que j'allais aussi le dire, c'est qu'il y a maman Marie, soit bénie vraiment, elle dit mais aujourd'hui plusieurs femmes ont eu le cancer du sein avant 40 et 50 ans. Oui. Est-ce qu'on peut nous expliquer ça? Parce qu'on est tous inquiets. Mais voilà tout justement, nous revenons encore aux facteurs qui favorisent le cancer. La génétique, l'hérédité est là. Donne-nous des détails, docteur. Nous, on n'est pas médecins. Par exemple, nous sommes dans ma clinique habituelle. Yes. Par exemple, des exemples. Nous avons deux exemples. Je vais prendre deux exemples extrêmes. Nous avons une jeune fille qui vient me voir, ça comment c'était cas typique. Une jeune fille de 27 ans qui vient me voir, me disant voilà docteur, j'ai découvert une masse au niveau de mon sein, quel sein? Le sein gauche. Et je pose la question précise pour savoir la durée de cette masse, s'il y a des douleurs, si cette masse-là change, ça fait combien de temps, comment que la masse est présente, s'il y a des changements au niveau. Donc, les formalités d'usage pour déceler, pour identifier si on est en présence d'une masse qui peut être cancéreuse ou pas. Et cette bonne patiente me présente son histoire. Je fais un examen. L'examen, c'était toujours en présence d'une tierce personne qui est le chaperon pour éviter les cas de médico-légal. Et après mon examen, comme je l'ai présenté tout à l'heure, le cancer, c'est le common cause of cancer comme en Angleterre. Et le fait rien que pour une jeune femme
de voir qu'il y a une lampe, vu l'information qu'elle a, elle pense directement au cancer. Donc je dois, c'est ma disposition de la mettre à l'aise, de la rassurer. Avant de passer au cancer, nous devons penser aux autres masses qui peuvent qui peuvent être là au niveau du sein. Et l'examen élémentaire qu'on fait, c'est la clinique. Et j'ai invité la personne à aller faire comment un ultrason. Heureusement pour la personne, le rapport de l'ultrason ramène dit comment que c'est une tumeur bénigne. Donc ce n'est pas un cancer. Dans la majorité des cas, les jeunes filles présentent ce qu'on appelle la fibroadénome. Fibroadénome, ce sont des masses qui ne peuvent pas devenir malignes. Donc, elles sont là. Donc, je rassure la malade, je lui dis ok, ce n'est pas le cancer, c'est un fibroadénome, des masses qu'on trouve habituellement chez la jeune fille. Il y a lieu pratiquement de revenir, même dans 6 mois, s'il y a changement. Ça, c'est un premier cas. Donc, vous devez vous pouvez percevoir cette inquiétude et ça crée une grande inquiétude. En fait, ce que je veux comprendre, c'est que tu veux nous faire comprendre que le fait que la femme ne s'inquiète pas de ce qu'elle peut voir comme changement dans son corps peut entraîner justement une mort agressive et justement la présence développée du cancer en elle. Donc quand on commence déjà à sentir tout ce que tu nous as expliqué, présence de masse dans le sein, sécrétion qui n'est pas agréable, le sang et tout, on doit s'inquiéter et aller voir le médecin le plus vite que possible pour faire un dépistage. Très important. Le fait d'avoir laissé traîner longtemps ces indices et les négliger font que finalement la maladie se développe dans le corps et finalement lorsqu'on voit maintenant le médecin, il est déjà trop tard. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, je parlerai d'une jeune dame, d'une dame au-delà de 65 ans, une de mes malades aussi, qui est venue me voir à la clinique. Et lors de la consultation, elle m'a parlé comment d'une tumeur qu'elle a pu palper au niveau de son sein. Vous avez déjà l'âge. Nous avons l'âge de 25 ans, nous avons l'âge de 60 ans. Donc à cet âge déjà, je deviens inquiet. Et puis je deviens alors là alerté que une masse à cet âge-là peut être un cancer. Alors je pose la question fondamentale qui est toujours la durée, la consistance, comment est-ce que la masse a évolué, s'il y a présence comment des décharges ou pas de décharges. Je fais mon examen toujours en présence d'une tierce personne, de chaperon. Et sur 50 ans au-delà, l'examen de radiographie qui est indispensable serait là, alors le mammogramme. Donc, j'invite la personne à faire le mammogramme et le rapport qui m'est envoyé me dit clairement que c'est un type de cancer. Quand le mammogramme dit que c'est un type de cancer, il n'y a pas d'autre chose à faire que de transférer la malade auprès d'un service spécialisé de cancer où il y a ce qu'on appelle le breast physician, c'est-à-dire un médecin qui est spécialisé dans le sein, le breast oncologist. Donc c'est une équipe multidisciplinaire qui est constituée de chirurgiens, qui est constituée de breast physician, qui est constituée de nurses, qui est constituée d'oncologistes et ainsi de suite. Il y a Clément qui est en train d'ajouter, d'ailleurs j'aime bien, possible, mais il pense que le risque est plus élevé à partir de 40 ou 50 ans et il ajoute que les oncologues sont unanimes, despite un temps, on est guéri. Je pense que c'est tout ce que nous sommes en train de dire. Mais il y a quelqu'un qui dit ceci. Docteur, pourquoi le traitement du cancer est si sévère? Est-ce que les gens ne meurent pas à cause du traitement que la maladie? Et c'est là que nous allons terminer notre émission parce que vraiment nous nous sommes étalés long. Nous voulons maintenant parler du traitement du cancer dans l'aspect pratique, dans l'aspect que nous sommes en train de voir dans la plupart des cas. Ce traitement emmène beaucoup plus à la mort, la disparition de nos bien-aimés que la maladie elle-même. Et cette question vient juste à point. Pourquoi est-ce que
le traitement du cancer 1 au premier niveau est si sévère? Deuxième position, est-ce que les gens ne meurent pas à cause du traitement au lieu de la maladie? Pourquoi c'est si sévère? Merci pour la question. Sévère serait peut-être risqué, mais je pourrais dire agressif. Un traitement agressif. C'est la même chose. Agressif dans l'intensité des moyens. Même chose. Agressif, sévère. C'est sévère, ça tue, ça. Yeah. Le traitement ne tue pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on se dise une chose. À quel moment a-t-on dépisté, a-t-on diagnostiqué le cancer? C'est très important. C'est très important. Comme le cancer doit être traité en fonction du stade, du type et du grade du cancer. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une personne qui présente avec un cancer en état avancé, croyez-moi d'abord que la chirurgie n'interviendra pas, la chirurgie n'interviendra pas. De deux, cette personne-là sera soumise. C'est vrai, mon frère, c'est vrai que les agents chimiques qu'on utilise pour traiter les cancers sont vraiment agressifs, sont sévères, j'utilise votre mot. La chimiothérapie est très sévère. Avant d'instaurer la chimiothérapie, c'est vrai, on a toujours une interaction avec la malade. On a ce qu'on appelle, en termes médicaux, il faut avoir ce qu'on appelle une forme consent. Il faut avoir le consentement du malade avant d'instituer un traitement. Et dire au malade ou bien à la malade des risques. Pourquoi c'est sévère? La question c'est pourquoi. Pourquoi c'est sévère? Parce que c'est ça le type même du traitement qu'il faut. Parce que pour tuer ces cellules la cellule, au fait. Pour tuer ces cellules malignes, il faut être très agressif. Parce que depuis le début de l'émission, nous avons fait comprendre que la cellule du cancer est maligne, c'est-à-dire elle est rusée, elle est sévère, elle est démoniaque et elle est maligne, c'est-à-dire que c'est-à-dire, parce que quand on est rusé, ça veut dire que on a le temps de s'échapper. Au moment où on croit qu'on l'a attrapée, elle est déjà en train de toucher un autre domaine, un autre aspect. Voilà, moi je n'entre que dans ces mots. Et c'est ce que j'ai compris. Et donc, si le traitement est sévère, si le traitement est agressif, je peux comprendre que c'est parce que on cherche à détruire. On veut tuer. Et les molécules, ce cancer. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les molécules qu'on utilise pour former ces médicaments-là, ce sont des molécules qui en même temps attaquent la cellule principale qui est la cellule maligne et peut aussi attaquer les cellules saines. Parce que ça attaque toute cellule qui vit. Raison pour laquelle certaines personnes qui sont soumises au traitement du cancer perdent les cheveux, ont la langue noire, parce que ce sont les side effects, ce sont les effets secondaires de l'agent chimique qu'on utilise pour traiter le cancer. À part la chimiothérapie, nous avons ce qu'on appelle l'hormonothérapie aussi. Comme je l'ai dit auparavant, le cancer du sein subit l'influence des hormones, de l'estrogène. Donc, ces traitements aussi peuvent être aussi institués. Nous avons ce qu'on appelle la radiothérapie. Donc, on utilise les rayons pour contenir et détruire les cellules. Et nous avons ce qu'on appelle aussi la chirurgie. La chirurgie est là. La chirurgie peut intervenir comme forme de préventive, c'est-à-dire que tel est l'exemple d'une grande actrice que vous devez connaître, dont la mère a eu le cancer. Et de façon, pour un dépistage tout à fait classique, elle est allée voir son médecin. Et son médecin a fait des analyses de sang. Son médecin a découvert qu'elle porte la tare du cancer de sein. Elle a fait une ablation mammaire et ses seins sont partis. Et à la place de ça, elle a eu des prothèses. Voilà la chirurgie qui intervient de façon préventive et de façon curative aussi. Waouh, il y a beaucoup de... Il y a Clément qui demande, est-ce que les bilans, de la part de Blandine, est-ce que les bilans sanguins réguliers peuvent aider à détecter le cancer? Tout dépend du type de cancer. Nous avons, j'ai énuméré les types de cancers qui sont facilement dépistables, qui est le cancer de sein, qui est le cancer du côlon, qui est le cancer de la prostate, qui est le cancer
je reprends, cancer de sein, prostate, colon rectal et cancer du col utérin. Le bilan de sang, oui, il faut vraiment être très précis. Il y a les analyses de sang qui peuvent être faites pour certains types de cancers, dont la fiabilité, ce qu'on appelle la sensitivité, est au-delà de 90%. Pour la prostate, nous avons ce qu'on appelle le PSA, qu'on fait en analyse de sang, et pour le cancer de sein, j'ai parlé de l'analyse du gène du sang pour détecter le gène anormal qui est BRCA1 ou BRCA2. Donc, encore, je réponds à la question, les analyses de sang peuvent être utilisées pour détecter le type de cancer bien précis. Ok. Il dit, vous ne vous êtes pas trop étalé. On aurait pu continuer. Ça fait presque 2 heures. Ça fait... ça fait, pratiquement... on s'étale comme Papa Clément. Mais comme Clément peut aussi le sentir, c'est un sujet très vaste. C'est très vaste. C'est un sujet très vaste. Donc nous sommes là pour interpeller nos frères et sœurs qui sont là, de pouvoir, se connaître, ce qui est très important. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon corps? Est-ce qu'il y a une douleur? Il n'y a pas de douleur. Il y a une formation d'un organe qui n'est pas normal ou qui n'est pas normal. Ça, c'est de 1. Et nous sommes dans un milieu, nous sommes dans un environnement où l'accès aux médecins est quand même est abordable. Vous allez voir votre médecin, vous présentez à votre médecin votre inquiétude. C'est ça, c'est-à-dire que promouvoir la santé, vous interpeller, passer le message afin que vous soyez avertis que si quelque chose ne va pas dans mon corps, si j'arrive à faire des éliminations des selles qui sont brunâtres, qui ne sont pas conformes à la norme, si j'ai des décharges au niveau de l'appareil féminin qui ne sont pas conformes, si au niveau des seins j'ai des sécrétions qui ne sont pas conformes, voilà des indices qui peuvent vous dire, voilà, ça ne va pas ici, je veux voir mon médecin. Il y a le pasteur François qui demande, docteur, quel conseil donnez-vous par rapport aux facteurs psychologiques qui créent la peur du dépistage? Oui, voilà encore, c'est comme on dit toujours, mon peuple meurt faute de connaissance. Il périt, c'est bien. Mon peuple périt faute de connaissance. Prédicateur de l'évangile. Merci apôtre. Oui. La connaissance, c'est la clé essentielle. C'est vrai que nous avons grandi, enfin nous, je parle de nous Africains, nous avons grandi dans un environnement où aller voir un médecin demandait beaucoup de moyens. D'abord, l'information ne nous arrivait pas. Nous sommes maintenant dans un milieu où l'information est accessible. Nous avons accès à l'information. Il nous appartient en tant que médecin, physicien, de rassurer la malade, de rassurer quiconque vient vers nous pour dire, voilà, ok, nous sommes individus. Le corps est le corps. Et le corps, à un certain moment de son évolution, peut présenter un état X, Y, Z. Cet état-là ne peut pas tout nécessairement être létal. Ça peut être aussi en votre faveur, afin que vous pouviez prendre connaissance que oui, je prends de l'âge, oui, je dois prendre conscience de certains faits qui peuvent être nocifs à ma santé. Donc nous sommes là pour rassurer la malade, pour rassurer le malade, pour informer le malade, faire passer le message afin qu'il soit. La raison, le endpoint c'est quoi? Être responsable de sa santé, être responsable de sa vie. Donc je ne pense pas que quand on vous donne ce pouvoir, cette autorité d'être responsable, vous devez en être peur. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. C'est vrai, nous tous, nous sommes humains. Le cancer, on le repousse toujours. Mais il faut faire face à ça. Il faut faire face à ce challenge qui est le cancer. N'est-ce pas, comme on dit, mieux vaut guérir, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Donc, en présence de ces cancers que j'ai énumérés, prostate, cancer de sein colorectal et de col utérus, il y a encore beaucoup de chances, s'il est identifié, s'il est détecté à temps, de pouvoir sauver la vie. Donc, mieux vaut aller faire son dépistage calmement. Aller faire son dépistage. Sans rien penser qu'il y a quelque chose. Aller faire son dépistage quand vous avez 50 ans. Nous avons tous 50 ans. Hein, donc, il n'y a pas lieu de dire, voilà, j'ai 50 ans,
j'ignore, je fais semblant. Mais en faisant semblant, vous vous mettez dans une marge, dans une marge d'ignorance. Et quand ça vous attrape, et quand vous arrivez, qui allez-vous blâmer? Waouh, qui vas-tu blâmer? Il y a mon beau-frère. Il y a Fidèle Bila qui pose ceci. Il dit, est-ce que le jeûne peut-il combattre le cancer? Le jeûne. Le jeûne. C'est-à-dire ne pas manger. Jeûner. Ah, jeûner. Okay. Le jeûne. Le jeûne peut combattre le cancer. Évidemment, si vous le prenez de façon tout à fait, tout dépend des circonstances pour lesquelles vous faites le jeûne. Vous faites le jeûne pour des circonstances religieuses, pour des circonstances de santé, X, Y, Z. Si comment vous vous omettez de prendre le repas 2-3 jours, parce que vous avez un problème de santé, parce que vous avez un problème de poids, bon, c'est une attitude positive. À partir du moment que vous ne privez pas votre corps d'éléments essentiels pour sa vie, pour sa survie. En fait, l'important c'est de guérir le corps, de placer le corps dans une condition où ses cellules sont en train de se récréer de manière convenable. Absolument. Voilà. Parce que si on parle d'un jeûne d'un jour, bon, et que vous ne placez pas votre corps dans un état de stress, c'est bon. C'est bon. Mais si vous jeûnez pendant 1 mois, 2 mois, soyez rassurés que vous allez créer un état de stress, un état de déficit essentiel, et votre corps doit en souffrir. Vous savez, nous devons très bientôt aller à la fin de l'émission. On l'a fait en 2 parties, mais c'est très intéressant. Vers ce moment, ça ne me permet pas de prendre les 2 dernières questions. Oui, oui. Donc je les garde pour... Qu'est-ce que tu penses? Oui, vraiment. Sorry, nous serons là. Tu vas parler un peu plus fort. Ok, donc je suis en train de dire, Clément dit qu'il ne faut surtout pas perdre de poids quand on a le cancer. Oui, Clément, la question est un peu mitigée. Perdre le poids. A-t-on atteint un poids idéal ou on est encore obèse? Voilà. Voilà, parce qu'au début de notre émission, on a fait comprendre que l'obésité peut être un problème qui crée une tension au corps et emmener quand même ce malaise de cellules, etc. Donc il faut quand même faire attention. Il faut comment, c'est une nuance. Si comment vous avez un problème de poids, c'est-à-dire que si vous êtes overweight, vous avez un problème d'obésité, perdre le poids ne peut que concourir quand même à un bénéfice, à un gain très important. Mais si vous avez comment, et si vous êtes comment, si vous avez un poids idéal, vous devez comment maintenir votre état constitutionnel comment pour pouvoir... le prophète dit très riche en mots, merci, docteur très riche en mots. Mais les beaux yeux que tu fais, il faut le regarder avec elle là-bas et lui dire merci par moi parce que tu parles. Et donc, nous allons terminer presque ici où Clément est en train de dire le jeûne est donc à proscrire. Je ne pense pas. Clément, il faut comment amener certaines nuances dans... Non, il vient de dire I agree. It's okay. Bless you. Clément. Clément. Il vient de dire I agree. Voilà, il y a tellement à dire sur le cancer. On n'est même pas comme le docteur est en train de le dire que c'est un thème très vaste. Lui-même d'ailleurs est en train de travailler et faire une spécialisation sur le cancer de la peau. Au fait, chérie, dis-moi un peu, le cancer de la peau est plus visible c'est-à-dire nous qui avons la peau noire. Est-ce qu'on a des cas de cancer de peau? Il y a des cas isolés de cancer de la peau chez le noir, dans la race noire. Mais il est beaucoup plus accentué dans la race blanche. Ok. Parce que la race blanche, comment... C'est pour ça qu'ils sont tout le temps en train d'appliquer la pommade. C'est une démarche préventive d'appliquer ce qu'on appelle le sunscreen, qui contient des éléments qui empêchent la pénétration des ultraviolets
des rayons solaires au niveau de la peau. C'est quand même extraordinaire comment le psaume 91 nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Mais elle apporte un autre quelque chose qui pourrait être quand même très important à signaler ici, et permettez-moi de le lire. Il dit ceci, nous sommes dans le psaume 91, et je confirme encore, selon ma compréhension, que le cancer est vraiment diabolique. Il dit ceci au verset, il dit que c'est l'Éternel qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il nous couvre de ses plumes. Mais il dit au verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Mais il dit ceci, ni la peste qui marche dans les ténèbres, et ni la contagion qui frappe en plein midi. Can you imagine que, docteur, tu es en train de me faire comprendre que le cancer de la peau est créé par les rayons du soleil. Prédicatrice de la parole de Dieu me dit que l'Éternel me protège pour que les rayons solaires, parce que dans les rayons du soleil, vers les heures de midi, il y a une contagion. Et cette contagion frappe en plein midi. Elle emmène la maladie. Et parmi l'une de ces maladies, le cancer. Oui, parce que c'est une information qu'on donne toujours en fonction de la promotion de santé, d'éviter les rayons solaires forts aux heures de 10h, aux heures de 15h. Je parle entre 10h et 15h, le soleil qui tape fort peut emmener. Les rayons solaires peuvent détruire, peuvent causer des mélanocytes qui sont des cellules au niveau de la peau, les transformer en cellules malignes. La contagion qui frappe en plein midi, même si nous devons parler santé dans un cadre un peu social et culturel, nous revenons toujours dans la parole de Dieu qui prouve, dit, et qui vient déformer la croissance normale des cellules. J'ai compris le problème du cancer. Un dernier mot avant de partir, docteur. Encore une fois, je te remercie. Tu voulais me tutoyer, mais vous voyez, ça va aller. Je te remercie pour de m'avoir associé à cette émission. Et je suis dans mon assiette pour pouvoir partager l'information qui touche l'aspect de la promotion de la santé. Je suis sûr que mon frère, ma soeur, là où vous vous trouvez, l'information que nous avons partagée vous a atteint, vous a interpellé. Et déjà, dès lundi, mais dès maintenant, là, vous allez appliquer. Pourquoi pas prendre déjà rendez-vous avec votre GP pour pouvoir discuter en détail, alors là, un cas de santé. Ok, voilà. Nous sommes et nous étions avec le docteur Christian Bila. Je viens encore le présenter avant de m'en aller. Médecin spécialiste en tant que GP, nous les appelons GP ici, General Practice. Il détient son Master Degree in Family Medicine, qui est très bon. Et il est expert en Skin Cancer and Surgery. Et il travaille dans une clinique privée dont moi-même j'ai visité, où je suis en train de voir ce que le médecin est en train de faire. Et je vous assure, nous sommes vraiment, vraiment, vraiment bénis. C'était la première partie de cette émission. Il y a la deuxième partie qui sera évidemment présentée et signalée d'ici la semaine prochaine sur Bethel TV. En tout cas, docteur, merci. Parce que... C'est pas grave. Et non seulement il porte ce chapeau dans le corps médical, c'est l'homme de ma vie. Je l'admire. Je l'admire dans ce travail qu'il est en train de faire. On peut faire un petit bisou pour dire au revoir. Oui, au revoir. Voilà.
It is done. And this is how it's supposed to be. C'est comme ça que ça doit être. Alléluia. Et donc, voilà, c'est... c'est vraiment, une très grande joie, Christian. Franchement, pour moi-même, pour le public et pour tous ceux qui sont en train de suivre, j'avais et nous avions besoin de cette information. Nous sommes encore en train de pleurer des disparitions. Nous sommes préoccupés par cette maladie. Nous voulons savoir où aller, où ne pas aller, que faire, que ne pas faire. Qu'est-ce qui ne va pas, d'où vient. Spirituellement, on peut expliquer quelque chose. D'ailleurs, on vient encore de l'expliquer, mais dans l'aspect pratique de tous les jours, c'est des éléments que nous avons besoin d'entendre. Je sais que nous reviendrons la semaine prochaine. Si vous avez des questions, continuez à nous les envoyer et nous allons répondre à ces questions. Donc, nous avons fait presque 2 heures, si pas 2 heures. Nous devons nous en aller. Nous voulons dire merci à tous les connectés de ce soir. Clément, prophète, tout le monde. Je peux voir même le pasteur Tiela, adoratrice, ministre Belotti. Je peux voir, Amin, Fefi Bala, Papa Ben, Persévérance, Fidèle Bilela, il y a maman qui est là, il y a Janine Da Silva qui est là, il y a tout le monde est là, franchement. Merci. Je vois Ben qui est là, Denis Saïd is watching, Ben Panzou, Delbila, François Moukouna. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que nous n'avons pas lu. Clément, Laurette, vraiment. Je ne sais vraiment pas s'il y a quelque chose qu'on n'a pas. C'est vrai, ça nous va tous trois au cœur. Maman, que le Seigneur te bénisse là où tu le sais. En tout cas, voilà, nous revenons la semaine prochaine. Vous étiez avec le couple Bila, évidemment l'apôtre des progrès, Bila, et le docteur Bila des progrès. Bye bye. La semaine prochaine. Bye bye à tous. Bye bye passez à tous. Très Bye bonne nuit. À la prochaine. Soyez bénis. Encore une fois, merci. Merci de m'avoir appelé. Thank you. You're welcome. I need to do my dépistage. Okay, you better do it. You never told me. Yeah, we done. engengi nyonso awa yo mponi motema nanga tika nangenga yawe loboko ekatisaka bibale eza ya yo yesu loboko ekotaka tina motema eza ya yo yesu liloba nanu ebimi na monoko te oyebi nyonso bitumba oyo nga nanu napundi te deja yopesi elonga yango nakoyemba nakoyemba yawe yawe pasi na ngai esengi nani yawe pasi na ngai ezosenga nani Yahweh.
esika yo leki bine moyo tikali mpona bikeke na bikeke nzambe na nga nzambe ya bokeseni oyebi nyonso obataka esika moto asukeli po ayemba nzembo esika nazokende deja yo butikuna obongisi nyonso nzambe na nzela yoche na moto natamboli na assurance elongi ya mosingala lokola libende bache na moto basololaki na yawe komonga moto namemi yo na nzoto nangenga tendenge nini ye ongali nzambe yame otenga nanga aleluya nzambo ya kamolaka yawe eza yo yesu kozanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abilila yo asambwa e nani alanda yo afunga e nani acila yo motema yoka soni esalema wapi nzambe na nga nzambe ya bokeseni nzambe ya diference yesu bokeseni yesu salelanga makambo ya bokeseni ekoma lisolo akobeta na kelasi to na mosala ekoma témoignage avenu nanga bayoka sango fami nanga bayoka sango nzambe nanga asali ya bokeseni etikala sango il est vivant Yoshua lokola za vivant akosala kaka yesu aza na nyonso nzambo ya ngai soki aza na nyonso nga mpe naza na nyonso kati na ye elelelelile 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 nzambo yo elombe yesu nzambe abaka komplike celibato marque de vieillesse esengi nani ye esengi nganga ya kisi te tata mwasi ya koko eloko te bisika na kosukela nani akokomba ye sinzamba azanga ndelo yesu sinzamba aleki moto na nyonso bongo lisolo ya binanga nani akoma yango nani akoki otya mwa ebongo ndoki aloba nini ye yoka zenga 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 mamu yese zenga mamu yeso zenga mamu yeso yoka zenga zenga mamu yeso ayeba ndeko zenga mamu yeso zenga mamu yeso Sharing the gospel around the world. Sharing the gospel around the world.